Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 23 juillet 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Sans plus attendre, direction les marchés avec les bourses européennes qui ont donc fini dans le rouge mercredi, les craintes liées à la pandémie de coronavirus et les tensions entre les États-Unis et la Chine prenant le dessus sur les effets bénéfiques du plan de relance européen. Effectivement, le plan de relance arraché par les dirigeants européens à Bruxelles avait permis aux bourses européennes de finir mardi dans le vert, mais l'optimisme, lui, n'a pas duré. Première raison à cela, eh bien, les relations assez houleuses, on va dire, entre les États-Unis et la Chine qui s'enveniment encore un peu plus. Autre sujet d'inquiétude pour les investisseurs, l'épidémie, elle, eh bien, continue de se propager aussi bien aux États-Unis qu'en Amérique latine ou même encore en Australie, menaçant la reprise économique mondiale, surtout en cas de deuxième confinement. Enfin, le président Donald Trump, lui, a déclaré que la situation épidémique aux États-Unis allait probablement empirer, encourageant pour la première fois la population à porter un masque. Donc on fait face un peu à une certaine hypocrisie, puisque ce dernier, pour rappel, se moquait de Joe Biden lorsque celui-ci portait un masque durant certains meetings, et aujourd'hui, eh bien, considère que c'est un geste patriotique de porter un masque dans les lieux publics. Tout cela, bien sûr, n'est que propagande, puisque Donald Trump n'en pense pas moins. C'est juste qu'à l'approche des élections présidentielles au mois de novembre, ce dernier est en baisse dans les sondages et Joe Biden, pour le moment, a l'avantage. Donc, Donald Trump a décidé de retourner sa veste en déclarant qu'il fallait porter un masque et que cela était un acte, on va dire, patriotique. Côté US, Wall Street a aussi terminé, pour le coup, Wall Street a plutôt terminé en hausse mercredi. Les investisseurs s'efforçant de faire un tri entre la teneur des résultats industriels, les nouvelles tensions sino-américaines et les discussions à Washington sur un plan de relance économique. Selon les derniers bilans en date, on a quand même eu plus de 1000 personnes sont décédées mardi des suites d'une contamination au Covid-19, portant à près de 142 000 le total des décès aux États-Unis. De l'autre côté, républicains et démocrates, eux, ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités d'un nouveau plan de soutien à l'économie prévu pour représenter autour de 1000 milliards de dollars, voire davantage, alors que des millions d'Américains, eux, perdront d'ici 2 semaines leur droit d'allocation au chômage. Donc là, pareil, on risque d'avoir des défauts de paiement concernant leurs biens immobiliers. Les États-Unis ont ordonné mercredi à la Chine de fermer son consulat à Houston sans donner beaucoup de détails sur leur motivation. Et pareil, Pékin a donc menacé Washington de représailles qui pourraient durement frapper les États-Unis. Alors l'annonce de cette décision intervient sur un fond de tension, on va dire, exacerbée entre les deux puissances sur plusieurs fronts. D'une part, la loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong et d'autre part sur des accusations d'espionnage. On constate quand même que les tensions commencent à s'envenimer, on va dire, à monter crescendo et prudence en fonction des représailles chinoises. Mais Donald Trump n'a toujours pas envie de se calmer sur le dossier chinois. Bien au contraire, les deux camps se renvoient la balle et continuent, on va dire, d'aggraver en quelque sorte la situation au lieu de chercher des négociations qui pourraient permettre du moins d'apaiser les marchés
et les tensions entre les deux nations. Au rang des indicateurs, bien sûr, on a eu les reventes de logements anciens aux États-Unis qui sont reparties à la hausse en juin, grimpant de 20,7% par rapport à mai, après avoir souffert, comme vous le savez, des mesures de confinement. Côté macro, eh bien, un seul graphique pour aujourd'hui, celui-ci, qui représente la pondération des GAFAM plus Tesla au sein du Nasdaq 100. J'évoque souvent sur le Nasdaq une hausse en trompe-l'œil. Pourquoi? Puisque on a un indice qui est à des niveaux stratosphériques, mais si on s'amuse en quelque sorte à décortiquer cet indice pour essayer de comprendre comment fonctionnent, on va dire, les titres qui le composent, eh bien, tout de suite, on se rend compte quand même qu'on a 5-6 sociétés qui représentent 50% de la pondération de l'indice. Juste Apple, Microsoft, Amazon, on est quand même à plus de 10%. Derrière, on a Alphabet, si on prend la classe A et la classe B, on est quasiment à 8%. Facebook 4% et Tesla 2,7%. Et juste, voilà, ces 6 valeurs technologiques représentent désormais près de la moitié de la valeur de l'indice Nasdaq 100. Donc, autant vous dire que c'est uniquement ces valeurs-là qui pilotent essentiellement le Nasdaq 100 et qui permet, comme vous avez pu le voir, la puissance des GAFAM a permis quand même une hausse assez fulgurante et ascensionnelle de l'indice, mais derrière, si on creuse un peu, eh bien, on se rend compte qu'on a d'autres valeurs au sein du Nasdaq qui, elles, ne surperforment pas autant. C'est juste que les investisseurs sont concentrés sur un petit panier d'actifs et qui vient, on va dire, doper l'indice puisque avec les injections de liquidités, eh bien, on a assisté, en fait, si vous voulez, à une véritable amplification de la pondération de ces valeurs au sein du Nasdaq. Enfin, hier soir, on a quand même eu, après la clôture, mais on refera le point demain, les résultats de Microsoft et de Tesla. Pour rappel, avant de parler des résultats, ce graphique, on voit qu'il n'y a pas non plus Netflix ni Nvidia. Et pour rappel, Netflix et Nvidia devraient présenter aux alentours de 2%. Donc, si on incluait vraiment, là, on est plus sur les GAFAM plus Tesla. Si on devait inclure vraiment les Fangman, donc à savoir Nvidia et Netflix, qui ont quand même une capitalisation aux alentours de 210-220 milliards. Tesla, il me semble qu'on est passé à 290 milliards, voire 300 milliards. On serait quand même sur une pondération de, pour chacune des deux valeurs, Netflix et Nvidia, aux alentours, je pense, de 2%, ce qui ferait que ça, du moins la pondération, représenterait en même temps plus de la moitié de la valeur de l'indice. Concernant les résultats de Microsoft, eh bien, les résultats sont bons, mais ont été jugés un peu décevants, si vous voulez, puisque Azure, la plateforme de Microsoft dédiée à l'informatique en cloud, eh bien, a vu la croissance de ses ventes passer sous le seuil des 50% pour la première fois depuis sa création. Eh bien, cette annonce a quand même fait reculer l'action du groupe dans les transactions électroniques, on va dire, après clôture. Et effectivement, si on regarde actuellement le cours de Microsoft pré-market, l'action chute environ de quasiment 1,5 voire 2%. En revanche, on a Tesla qui est venu contrebalancer les résultats encourageants mais un peu mitigés de Microsoft, puisque Tesla a fait part mercredi de résultats dans le vert pour le 4e trimestre consécutif et a confirmé son objectif de vendre plus d'un demi-million de véhicules au cours de l'année, en dépit des difficultés, bien sûr, liées à la crise sanitaire. Alors, ces chiffres du 2e trimestre ont été jugés, on va dire, encourageants par les investisseurs. Et effectivement, hein, le titre du spécialiste de la voiture, on va dire, électrique, est en hausse
après bourse de quasiment environ 4-5%. Alors, comme je vous le disais, ça vient un peu contrebalancer la baisse qu'on a sur Microsoft. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Alors le CAC 40 ce matin, dopé, si on peut dire ça comme ça, par des bons résultats, ou du moins moins pire que prévu, mais qui reste quand même assez catastrophique, surtout pour Publicis, puisque la valeur prenait quasiment 15% ce matin à l'ouverture. On a eu d'autres publications, dont aussi Daimler pour le DAX. Forcément, c'est venu plus 15, exactement. Donc, c'est venu un peu doper le secteur automobile. La Publicis, qui au final a quand même un résultat, il faut dire ce qui est plutôt mauvais, mais moins pire qu'attendu. Donc, le marché se réjouit quand même de ces résultats. De ce fait, le CAC est plutôt dans le vert ce matin. Quoi qu'il en soit, où en sommes-nous? J'ai envie de dire au même point de départ qu'il y a une semaine, 2 semaines, toujours dans ce range d'indécision, voire de consolidation, malgré des résultats plutôt encourageants ce début de journée. On n'a pas non plus une véritable euphorie. Publicis n'est pas non plus une grosse pondération de l'indice Nasdaq. Pour rappel, les poids lourds sont attendus à partir de la semaine prochaine et je vois mal le CAC d'ici la fin de la semaine déclencher un nouveau rallye pour aller chercher les 5002 voire les 5250. Pour moi, il faudra un véritable catalyseur ou que des gros poids lourds nous sortent des résultats vraiment très impressionnants. Pour l'instant, force est de constater qu'on est toujours dans ce range compressé entre 5115 et 4880. Et pour moi, il faudrait que le marché réussisse à s'extraire des 5150, je dirais, pour aller chercher dans un premier temps les 5200. Voilà. C'est vrai que pour le moment, c'est vraiment une vision à très court terme, mais en même temps, le CAC est complètement léthargique. Hein. On est plutôt dans des scénarios là d'intraday et mettre en place des plans swing. Alors certes, la dynamique de fond, elle, est haussière, mais on sent un CAC qui est quand même à bout de souffle et qui consolide maintenant depuis plus d'un mois. De ce fait, il faudrait attendre voilà, un franchissement au moins de cet oblique qui ressemble à un triangle pour permettre une accélération 1 en direction des 5002, 2 en direction des 5250. Et à court terme, bon, on est toujours au-dessus du point pivot qui pour moi est les 5050, mais on voit que c'est quand même compliqué. Hein. À chaque fois qu'on passe au-dessus, on grignote quelques points, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un marché très court terme où il faut savoir se contenter seulement de quelques points, essayer de grignoter un minimum de points à l'indice, mais pour le moment, établir un scénario swing de 100-150 points reste quand même assez compliqué étant donné la léthargie, on va dire, un peu de l'indice CAC 40. Enfin, en données 4 heures, potentiellement, on serait aussi dans un canal haussier. Et donc là, on est en plein milieu du canal. Alors, on a ce canal haussier qui permet de cadrer la dynamique des prix. D'un côté, ici, on a le soutien de la moyenne mobile 50. Alors, soit essayer de chercher des achats sur repli plus en direction des 5000 points pour venir voilà, prendre appui sur la borne basse du canal. Ou, pour les traders court terme, on constate aussi qu'on a quand même un range en place ici voilà, de très court terme. On a le sentiment que le CAC, pour le moment, depuis le début de la semaine, voilà, et voilà le cadrage du CAC 40. On a ce sentiment qu'on a un range, potentiellement un double top aussi. On a du mal à reprendre de la hauteur, mais ici et là, je trouve qu'on est au milieu de nulle part. Pour moi, les zones d'intervention, ce serait vraiment voilà, au-dessus des 5130, sortie de la borne haute, cassure de l'oblique pour aller chercher 5002. Et sinon, pourquoi pas vraiment sur signal, tenter les achats sur repli sur la borne basse.
Sinon, deuxième niveau, à savoir le seuil psychologique des 5000 points. Et pour le moment, ici, c'est vraiment grosse phase d'indécision. Et je préfère surveiller la cassure au moins d'une des deux bornes qui devrait logiquement donner un peu le tempo pour la suite. Concernant le DAX, étoile du soir invalidée. Évoqué hier, on avait un début de formation, du moins d'un pattern de retournement sur le DAX, avec cette potentielle étoile du soir, avec une belle bougie flux, gap, qui ne prend pas en mode étoile filante, et derrière, bougie aussi rouge, mais cette bougie est juste venue combler le gap ici, et derrière, on n'a pas une bougie suffisamment importante avec du corps, puisqu'il faut que cette bougie-là clôture au moins dans le corps de la première bougie. Là, ce n'est pas le cas, donc pour moi, ce pattern n'est pas validé. En tout cas, on ne peut pas parler d'étoile du soir, puisque la structure, on va dire, n'est pas complète. Théorie de dos, toujours en place, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Pour le moment, j'espérais un pullback sur la fameuse zone de polarité à 940 pour effectuer des achats sur repli pour aller chercher l'objectif théorique des 13006. Pour le moment, on semble se stabiliser, du moins à court terme. Je préférais un repli un peu plus significatif, on va dire, sur la zone des 12 940, 12 980, comme je vous le disais, pour tenter un achat. L'objectif majeur, lui, de cette sortie de triangle, eh bien, c'est d'aller chercher le comblement du gap. Alors ça, cet objectif n'a toujours pas changé. Et effectivement, les prix, comme le montre l'analyse technique, sont souvent attirés par les trous de cotation. Alors, l'objectif du triangle ne semble pas incohérent, en tout cas, par rapport à la situation technique et graphique qu'on a sur l'indice. Et en données 4 heures, pareil, on peut essayer de cadrer cette dynamique à l'intérieur d'un canal haussier. Et là, ce qui me dérange, c'est qu'on est un peu au milieu de nulle part, en plein au milieu du canal. Voilà, il est quand même préférable d'attendre une zone clé, donc soit pour shorter, donc un retour, enfin du moins un léger rallye sur la borne haute qui permettrait à la fois d'aller chercher l'objectif théorique, de combler le gap et pourquoi pas d'initier une position short. Et là, actuellement, j'ai envie de dire, on est un peu au milieu du désert. Et pareil, pour une position à l'achat, je préférais avoir un repli, vous voyez, sur la borne basse, couplé à notre fameuse résistance, zone de polarité devenue support pour initier des positions acheteuses, pour ainsi accompagner cette tendance et ce flux en direction de l'objectif final, qui est pour moi aussi un objectif majeur à 13 580, 13 600 points. Le Dow Jones. Range, et pareil pour le Dow Jones, les futurs sont actuellement dans le vert. Pour moi, on est dans un range et un retour sur les 27 600 me semble tout à fait envisageable sur le Dow Jones. Si on bascule en hebdomadaire, voilà, on est en train de franchir un gros niveau. On a un petit palier à aller chercher à 27 335. Vous voyez cette zone de polarité ici qui est relativement propre, 27 400, 27 000. Allez, si je prends les mèches, on va dire 27, on va arrondir à 27 350. Il y a encore 350 points à prendre facilement. On pourra avoir une résistance dans le range. Ici, on a vraiment une zone de polarité. En journalier, voilà, on la voit très clairement ici. On a une belle zone de polarité où le marché est venu buter. Donc, premier niveau atteint, 27 335 et pourquoi pas en excès aussi 27 620. Ça reste mon objectif sur le Dow Jones. Le sentiment qu'on consolide, qu'on est dans un range encore, soutenu certes par une oblique, mais il y a de la place. Pour le moment, il y a de la place. Les marchés font fi, j'ai envie de dire, des tensions sino-américaines, de la résurgence pour l'instant de nouveaux foyers un peu partout dans le monde. Tant qu'il n'y a pas de nouveau confinement, si vous voulez, le marché ne s'inquiète pas trop
j'ai envie de dire, de ces nouveaux cas, puisqu'il mise et qu'il parie en fait aussi sur un vaccin et que l'espoir d'un vaccin, comme vous pouvez le voir, eh bien, soutient la tendance depuis maintenant plusieurs semaines. Alors, objectif pour moi, 27 335, 27 600 et après, on verra si le marché parvient à franchir ce niveau ou au contraire entame une nouvelle fois une stratégie, on va dire, de trading range. Effectivement, si le marché prend allez, encore 3%, quasiment 2%, le DAX, lui, arriverait quasiment à combler son gap. Et à partir de là, ça deviendrait intéressant sur les indices. Et en données 4 heures, pareil, hein, si on reprend la théorie d'eau, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, donc techniquement, c'est haussier. Et pour moi, l'objectif majeur se situe, voilà, c'est de rejoindre la borne haute et surveiller si cassure et accélération ou bien chandelier de retournement, pourquoi pas une divergence sur RSI aussi d'ici là. Mais en tout cas, on constate quand même que la dynamique, pour l'instant, à très court terme, je parle, est haussière. L'euro USD. Euro USD, ça devient intéressant. Ça commence à devenir intéressant. On va quand même basculer en hebdomadaire. J'évoquais cette oblique en place depuis 2008. Bon, on ne voit pas trop ici. Bon, j'ai une oblique, là j'ai tracé par tous les points bas, essayer de relier un maximum de points de contact entre eux. Mais on a une belle oblique ici qu'on est quasiment venu chercher, vous voyez, à voir s'il faudra réajuster en fonction des mèches ou pas. Mais on est proche d'une zone. Voilà, moi je surveillais un niveau à 1,1530. Bon, il a été pour le moment, on va dire, pulvérisé. Deuxième niveau, 1,1590, voire 1,16. Effectivement, on est sur une belle zone ici. Le creux de 2017, si on bascule en daily, on se rend compte tout de suite de la situation. Voilà, on est quand même voilà, sur le creux de 2017, quasiment le petit point haut de janvier 2019. Et là, c'était quand même un niveau, ici, pareil, octobre 2018, qu'on avait travaillé, que le marché avait quand même pas mal de fois travaillé. D'un point de vue des chandeliers japonais, pour le moment, force est de constater qu'il n'y a aucun signal de retournement. On a plutôt des bougies flux, des bougies de continuation. Toujours pas de signal de retournement. Il faudrait affiner en tout cas. Mais on commence ici à s'approcher d'une zone intéressante, sans pour autant parler d'un retournement de marché, mais au moins, je pense, un retracement avant d'éventuellement soit de se repositionner dans la tendance, ou soit certes d'avoir un retournement de marché. Mais vu d'où on vient, je considère quand même que ici, ça pourrait commencer à coincer, qu'on pourrait se permettre d'initier des positions short pour viser, voilà, dans un premier temps, au moins les 1,14,6, voire revenir tout simplement tester l'ancien top, juste ici, vers les 1,1370. Alors, en données 4 heures, on va essayer d'affiner tout ça. Sentiment qu'on est aussi en train, alors, soit on est en train de former un double top, soit un range de consolidation et en cas de cassure, on irait chercher notre oblique. Et je trouve qu'on peut affiner. Donc là, je vais quand même supprimer ce canal qui n'est pas très utile, vu qu'on est sorti par le haut. Voilà. En données 1 heure, on peut affiner. Voilà. Deux scénarios possibles en données 1 heure qui permettront d'affiner, je pense, la prise de position. Premier scénario, range, juste ici. Donc, range de consolidation, MM50 qui arrivera en soutien. En cas de cassure, techniquement, eh bien, c'est d'aller chercher les 1,1630, soit l'oblique de très long terme. Deuxième scénario, risque de double top, donc correction à venir. Et on a une
petite divergence vraiment très légère ici en formation sur le top. Ah. Et vous voyez, elle n'est pas validée encore. Elle n'est pas validée, on a tenté de la valider hier, et le marché est venu en fait taper le bruit, et finalement, pas invalidé, mais pas non plus validé. Donc il faut encore une fois attendre et se montrer patient. Pour moi, j'attendrai quand même le franchissement de ce niveau, puisque cela permettrait en fait de valider à la fois un double top, et donc confirmerait la figure chartiste et à la fois la divergence, et donc augmenterait les probabilités d'avoir un repli sur, comme je vous le disais, 1,1530 et 2 derrière, au moins 1,14,6. Et puis, pourquoi pas, si on enfonce ce niveau, aller chercher un peu plus bas. Mais on commence à travailler une zone intéressante, 1,1590, voire 1,1630. Donc ça, c'est un scénario qu'on va surveiller au cours des prochains jours. L'euro GBP. L'euro GBP qui évolue de range en range. Ici, on avait quand même un premier range. Voilà, premier range ici, deuxième range, troisième range. Donc, on évolue vraiment de range en range sur cette paire. Toujours cette tentative d'effectuer une rotation partielle en direction de la borne haute du range, bien évidemment de long terme, compris entre 0,8320 et 0,93. Et pour l'instant, voilà, l'objectif final serait quand même d'aller chercher les 0,9325, 0,9330, étant donné qu'on est dans un range, rotation partielle ici, et pour le moment, on va dire ça cale un peu au milieu de nulle part. Voilà. Et selon les stratégies de trading range, le but, c'est quand même d'aller chercher la borne haute. En daily, on est donc de nouveau dans un range, encore une fois. Le Forex, c'est vraiment un marché de range à 70% du temps. Ici, on consolide et on tente, on a fait une incursion sous notre oblique. Finalement, ce n'était pas en tout cas un signal de vente, mais plutôt un signal de consolidation. Là, on tente de repasser au-dessus. Effectivement, ça consolide et il va être intéressant de surveiller la cassure de la borne haute ici, qui permettrait bien, d'accélérer pour aller chercher notre objectif à 0,9330. Voilà. Fin de consolidation, sortie de range par le haut. Techniquement, si on reporte la hauteur, bien, on obtient l'objectif théorique, à savoir la borne haute de notre range de long terme. En données 4 heures, pour le moment, pas grand-chose, si ce n'est que voilà, ça consolide, on travaille un niveau technique, et pour moi, le signal sera donné uniquement voilà, à la cassure de ce niveau. Après, en cas de changer de retournement, bien évidemment, nous ne sommes pas à l'abri, j'ai envie de dire, d'une nouvelle rotation à l'intérieur pour aller chercher aussi la borne basse. Encore une fois, stratégie de ping-pong entre les deux bornes, surveiller des chandeliers de retournement à l'approche de ces niveaux, ou bien la cassure pour accompagner le momentum haussier pour aller chercher l'objectif final des 0,93. L'USD CAD. L'USD CAD m'intéresse. L'USD CAD commence à dessiner quelque chose de techniquement propre. On avait cette oblique, je vais essayer de la retracer un peu comme il faut, mais à voir d'où on prend le point bas en fait, si on prend vraiment celui-là ou un point vraiment ici, mais on travaille, pour moi on travaille notre fameuse oblique, on a une magnifique zone de support à 1,3330 et derrière en daily, sentiment de double bottom, voire de range. Vous voyez que ici,
on est de retour sur la borne basse de ce range, proche d'une énorme zone de polarité, ici, à 1,3330. Ici, on était venu la chercher sur mèche, derrière, c'était reparti. Donc, 1,3360, 1,3330, c'est vraiment une belle zone de support. Et on est en train de matérialiser un range ici, soutenu à la fois par une belle oblique de très long terme. Si on affine en données 4 heures, j'aime la configuration puisqu'on a encore une fois une belle divergence sur zone, à savoir support, borne basse du range, qui pourrait, voilà, travailler les divergences sur les niveaux techniques, comme on avait ici, voilà, qui pourrait permettre bien, un rebond. Ainsi, le dollar pourrait reprendre des couleurs face au dollar canadien. De ce fait, premier niveau, alors elle n'est pas encore validée, elle est en formation, on est en train de faire un beau chandelier là dans le vert qui est venu tester la bande basse. Si on fait un avalement, on pourrait logiquement valider cette divergence et donc viser les 1,3515, voilà ce niveau de résistance qu'on a à l'intérieur de ce range, et 2, permettre un retour sur la borne haute située à 1,37. Donc pareil, aussi un plan qui est en train de se dessiner doucement mais sûrement sur l'USD CAD, mais qui semble assez intéressant vu le contexte actuel et surtout voilà, la zone de prix très propre, à savoir 1,3360, 1,3330. Les matières premières avec le gold, que dire? Que dire si ce n'est que c'est haussier, c'est très beau techniquement, que l'or continue de briller, qu'on fait un rallye fulgurant et ascensionnel, que les perspectives à venir restent haussières. Que d'éloges sur les métaux précieux, comme on a pu voir hier avec le silver, l'argent. Je vais me montrer un peu plus prudent sur l'or maintenant, étant donné qu'on est quand même dans une belle zone de surachat, mais ça ne veut pas dire que on va avoir un retournement de marché, ça veut juste dire qu'on a une force acheteuse qui est en place depuis un bout de temps et qu'elle peut encore durer. Toutefois, même si je suis très enthousiaste pour l'avenir de l'or, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et le sentiment qu'on est peut-être allé un peu haut, un peu vite. On a fait un très beau rallye. Pour moi, on a atteint un objectif majeur. C'était les 1880. C'était mon premier objectif. J'ai presque envie de passer neutre. Haussier, bien évidemment, mais neutre dans le sens où voilà, le marché s'est octroyé quand même une hausse de quasiment 5% en seulement quelques séances. Et comme je vous le disais, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Une respiration, un retracement, voire une consolidation me semble légitime sur l'once d'or. On est venu pulvériser l'oblique. Voilà. La zone, si vraiment, ce serait même 1883, si je veux être précis en prenant les clôtures. J'avais pris la mèche ici. 1880, 1885, vous voyez, c'est vraiment la zone de résistance. Hebdo, on est pile poil dessus, on la travaille. Donc, je ne serais pas étonné d'avoir un retracement sur l'oblique. Voilà. Vous voyez la taille de la bougie, on a fait une énorme bougie par rapport aux précédentes. On réalise quand même une ascension stratosphérique, mais le contexte plaide en même temps pour une poursuite de l'or en direction voilà, des 1900, des 2000. Mon objectif, lui, n'a pas changé à 2500 $ quasiment, à moyen long terme sur l'or. Maintenant, je vais même réévaluer cet objectif-là. Donc oui, je suis haussier. Se positionner ici à l'achat, je dirais que ce n'est pas forcément optimal. Voilà. Tout simplement, si on suit la théorie d'eau, encore une fois, vraiment, c'est une théorie assez basique, mais qui évite de faire pas mal d'erreurs, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On ne peut pas dire qu'on soit dans un creux de marché, mais plutôt dans un top. Un RSI qui est relativement saturé quand même, quasiment à 90, ne cédons pas à l'euphorie, tout simplement.
soyons patients, attendons un repli sur un niveau technique pour se positionner, laisser l'indicateur se dégonfler, laisser le marché reprendre son souffle et, comme on dit, reculer pour mieux sauter avant d'aller chercher le second objectif qui est le niveau historique à 1921,14 $. Voilà. Mais ici, objectif majeur atteint, 1880, 1885, je me montre un peu plus prudent et je n'exclus pas un repli avant un redémarrage. Le Brent. Le Brent, il se passe absolument rien sur le pétrole. Toujours dans ce biseau, cette sensation de rounding top sur le marché pétrolier. La ligne verte ici correspond juste en fait au gap. On est venu quasiment le combler, vous voyez, voilà, c'est exactement pour venir combler complètement le gap, c'est à 45,16. Ici, en début de semaine, on est venu fermer une bonne partie du gap, mais il manque vraiment un petit chouïa, pas grand-chose pour venir combler partiellement ce gap. Sinon, on est au même point de départ, toujours compressé. Pour moi, je surveille la cassure des 45 en clôture pour éviter juste voilà, ce bull trap sur mèche en cas de clôture, enfin du moins en cas de mèche qui pourrait faire un bull trap juste pour venir combler le gap et au final repartir dans l'autre sens. Enfin, je surveille aussi voilà, la sortie d'une des deux bords, tout simplement, qui devrait logiquement donner un peu plus de visibilité à venir sur le pétrole. Mais sinon, il ne se passe pas grand-chose. Range, comme sur le light, les deux moyennes mobiles qui vont finir par quasiment se croiser, compresser un peu les prix comme s'ils étaient dans un étau. Et derrière, cela devrait logiquement déclencher un mouvement sur le pétrole. Voici en gros les grandes lignes sur le pétrole, mais j'aime bien ce petit biseau avec cette formation en rounding top, comme je l'évoquais en début de semaine, et seule la cassure de la bande basse permettrait de valider ce scénario et d'aller chercher les niveaux de support et d'avoir un repli sur le marché pétrolier. Le light, c'est exactement la même chose. On est dans la zone. Voilà. On est pile poil dans la zone. Freiné aussi par un peu cette oblique qu'on a là. Toujours un sentiment de biseau qui est en place. Moyenne mobile 200 qui continue de baisser, qui va venir s'aligner sur notre zone technique. Moyenne mobile 50, elle est déjà dans la zone basse. Mais il est encore trop tôt pour affirmer un scénario aussi à venir ou baissier. Pareil, plutôt scénario de rounding top, donc d'avoir un sommet arrondi qui pourrait provoquer un retournement. Mais en l'absence de signal, eh bien, il faut encore une fois patienter. Pour l'instant, on est pile poil dans la zone de résistance. Vous voyez qu'on travaille le point bas ici de décembre 2018. Toutefois, sans signal de retournement, c'est un peu précipité, j'ai envie de dire. Alors, sauf si on fait une belle bougie flux aujourd'hui, sinon, il faudra encore une fois attendre au moins la cassure de ce biseau pour aller chercher la moyenne mobile 50. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Belle bougie flux au cours des 2 dernières séances. On a eu des nouvelles positives concernant les banques américaines qui pourraient permettre du stockage de crypto-monnaies, qui autoriseraient apparemment à faire du stockage de crypto-monnaies. Mais, alors oui, enfin, mais
On est toujours au même point de départ, enfin, on stabilise. La bougie hebdomadaire a un peu plus de corps que les 4-5 bougies précédentes. Toutefois, on ne va pas céder encore une fois à l'euphorie aussi sur quelques news. On est dans une phase d'indécision, de consolidation. Maintenant, reste à savoir si on est dans une phase d'accumulation ou une phase de distribution. Voilà. Donc ça, si on est dans une phase d'accumulation, effectivement, ce serait une sortie par le haut, direction 10 500, 12 000. Et dans le cas contraire, en phase de distribution, eh bien, on pourrait assister à un repli sur les niveaux de support. Pour cela, eh bien, il va falloir surveiller les niveaux hebdomadaires qui permettront justement d'accompagner la fin de cette phase ou la fin de cette phase dans l'un, soit la hausse pour une phase d'accumulation, soit la baisse pour une phase de distribution. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés par le briefing, du moins pour l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Sinon, pour les autres, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.